sa session tous les matins et il a vraiment fait un sommaire à chaque fois, donc qui va nous aider à faire la conclusion et les recommandations. Il est founder de quelque chose qui s'appelle Coreum, et ça veut dire écosystème autour du cœur. Bon, ça c'est déjà pas mal. A consulting agency working on the conception and promotion of innovative solutions to address risk and opportunities management. Ce qui m'a bien intéressé, c'est qu'il travaille dans l'Afrique, il va à l'Afrique, au terrain. Et peut-être, en suivant ce que vous avez parlé, qu'est-ce qui se passe après les ITC? Et il ne faut pas oublier que la CNUSED aussi participe dans tous les travaux qui ont fait, qui font de l'Afrique quelque chose, disons, plus intéressant aussi. Et puis, bien sûr, en connexion avec les Regional Commissions de l'ONU. Et ça, quelque chose d'autre qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment est-ce que vous avez fait le crowdfunding platform. First, crowdfunding platform. Et voilà, je vous donne la parole. Merci, okay. Merci beaucoup. Oui, alors moi je ne suis pas de l'ONU, je ne suis d'aucune agence, à part la mienne. J'ai donc fondé mon cabinet en 2012, mais je suis sur le continent depuis 2007. J'ai voyagé, vécu dans divers pays, j'ai fait les émeutes de la faim en 2007 à Yaoundé et à Douala. J'étais là pour la mort de feu Omar Bongo et l'élection de son fils Ali Bongo au Gabon en 2009. J'ai fait la Tunisie en 2010, le Maroc en 2012, la RDC depuis 2014, je suis passé aussi par les autres Congos, enfin je me suis pas mal baladé. J'ai fait dans ce cadre-là plusieurs choses, mon cœur de métier. Donc mon cœur de métier, c'est d'accompagner les institutions sur l'identification et le traitement de leurs risques, différents risques en fonction des différents cœurs de métier. Du Coreum, la mise en place d'un certain système de contrôle sur ces éléments-là, c'est pour ça que quand on parle de données, ça m'intéresse, mais aussi, puisque nous sommes dans un environnement assez tendu, la gestion des crises. Puisque j'étais sur le terrain, moi je suis un homme, encore une fois, j'ai une équipe qui est assez restreinte, donc lorsque je signe un contrat, je prends un avion, et lorsque je suis sur le terrain, j'ai pas d'équipe, peu d'équipes, j'ai mon client, avec qui on reste à distance quand même, un peu de professionnel, et donc il faut s'occuper. On peut travailler sur le projet, ça on en travaille beaucoup, mais à un moment il faut aussi sortir la tête, et donc qu'est-ce que j'ai fait pour sortir la tête? J'ai développé des projets parallèles. L'un de ces projets a été de monter la première plateforme de crowdfunding dédiée aux projets à impact positif, donc environnemental, social, culturel au Maroc. Cette plateforme, aujourd'hui, nous l'avons fermée, mais on va dire qu'elle a quand même un petit, puisque aujourd'hui, dans le pipe de la loi de finances, enfin, du Parlement marocain, il y a une loi sur le crowdfunding à laquelle nous allons participer. Aujourd'hui, il y a une confédération des acteurs du crowdfunding au Maroc qui travaille et dans laquelle nous sommes secrétaire général. On travaille aussi sur d'autres sujets, les monnaies complémentaires, monnaies locales et complémentaires. Pour ceux qui habitent à Genève, vous connaissez peut-être le léman, qui est utilisable dans certains commerces promouvant les circuits courts et le commerce de proximité. On travaille sur ces thématiques-là dans diverses régions et sur divers territoires. Je vous passe les travaux sur tout ce qui est risque plus spécifique, entre autres lié à un sujet assez naissant mais assez important en Afrique, qui est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et toute la notion d'alerte éthique qui va avec la mise en place de systèmes de bonne gouvernance. Tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai appris énormément de choses aujourd'hui. Je ne savais pas du tout comment fonctionnaient justement les ODD avec l'agenda 2063, je ne savais pas ce que faisait l'ITC, j'ai appris énormément de choses. Et moi, je vais essayer de vous donner mon retour d'expérience, finalement, de la coopération internationale, comme je l'aperçois depuis 10 ans, moi, dans mon coin, avec, je dois vous l'avouer, moi, je n'ai qu'un seul client de la coopération internationale à ce jour. Alors,
sur toute structure confondue, on doit en avoir 4 ou 5, mais sur la structure que je dirige aujourd'hui, on n'en a qu'un seul, qui est la coopération allemande. Mais par contre, je discute avec de multiples personnes qui travaillent pour de multiples structures. Donc pour faire ce travail-là, je vous propose de faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire on va faire une approche par les risques. Une approche par les risques, je vous ai fait une simplification méthodologique. Grosso modo, j'ai segmenté pour pouvoir analyser, j'ai segmenté l'environnement, j'analyse les risques. Alors on analysera, je vous donnerai le risque majeur que moi j'ai perçu, qui est en fait un des risques. Après il est sujet à discussion, mais il a fallu en choisir, donc vous les donner. Et puis les opportunités de traitement avec un prisme volontairement axé sur les objectifs de développement durable. Le cadre, donc, la coopération internationale, pour moi, c'était quoi? C'était des thématiques qu'on décidait dans des grands messes, avec des financements qui venaient de divers bailleurs de fonds alimentés par finalement les mêmes États, parce que ça, pour le coup, c'est pas extensible. C'est d'ailleurs, une fois qu'on avait des thématiques et des financements, on élaborait des programmes. Ces programmes, ils cherchaient à répondre à certains besoins sur certains périmètres, sur certains territoires. Une fois qu'on a défini le programme, on cherchait des partenaires qui ont longtemps été internationaux et qui sont de plus en plus locaux. On en revient avec les discussions sur le ITC. Ces partenaires nous permettent d'atteindre des bénéficiaires, qui sont ceux qui sont censés tirer profit de cette coopération internationale. Et, dans le meilleur des cas, on doit avoir des impacts qui sont positifs et qui peuvent répondre finalement aux objectifs que nous avions définis au début. Bon. J'ai essayé de réfléchir à la coopération internationale sur ce cadre-là. 6 composantes clés pour assurer une coopération internationale productive. Premier élément, sur le choix des thématiques. Quel est le risque majeur que j'ai perçu? Et encore une fois, quand je vous dis ça, c'est ce que je vous raconte, je n'ai pas de chiffres derrière pour l'appuyer. Je vous raconte juste le ressenti de 10 ans de discussion sur le terrain, autour d'une bière, au maquis, dans un hall d'hôtel, dans le lounge, etc., dans l'avion. Je vous raconte ce qui est ressorti. Le risque majeur sur le choix des thématiques, c'est l'effet de mode. On parlait de l'entrepreneuriat, par exemple des ITC, de l'auto-entrepreneuriat dans les nouvelles technologies. J'ai entendu le mot incubateur. Et bien aujourd'hui, tous ceux qui font partie d'une agence, regardez dans le détail de votre programme, vous verrez forcément le mot incubateur quelque part. On fait des incubateurs, il faut des incubateurs. La Fondation Orange veut un incubateur, la CNUSET veut un incubateur, l'État congolais veut un incubateur, les Gabonais veulent des incubateurs, tout le monde veut un incubateur, il faut de l'incubateur. Il y a 5 ans de ça, le mot n'existait même pas. L'incubateur, c'était un truc chimique pour faire des bactéries. Donc il y a une problématique d'effet de mode. Et on verra que cette problématique-là, quelque part, elle génère d'autres risques par la suite. Entre autres la pérennité et la complémentarité des actions. Donc, quelle est l'opportunité qui se présente? Parce que derrière chaque risque, son opportunité, sinon on se tire une balle. Il faut bien voir les choses. L'avantage, c'est que les ODD et l'agenda 2030, et donc au même titre l'agenda 2063, nous donnent un cadre de pilotage à long terme. On sort un peu des effets de mode, on a des modes opératoires qui peuvent évoluer, mais on garde des objectifs communs sur une période suffisante pour avoir des résultats. Et ça, c'est important. Deuxième élément, donc, on a l'allocation des financements. Quel est le risque majeur sur l'allocation des financements? Ben, c'est pareil, c'est la concentration. Et là, c'est là où je vous disais que l'effet de mode avait un côté un peu pervers, c'est que lorsque je discute avec les différents responsables régionaux, nationaux, des agences de coopération, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, ah non, cette année, c'est l'éco-entrepreneuriat, l'agriculture et Internet, et le web.
Et l'année dernière, c'était pas la petite enfance, l'eau et l'hygiène. Ouais, non, mais ça c'est bon, c'est fini. Sur le programme des 3 prochaines années, on a changé. Donc, et vous discutez ça avec un, c'est intéressant, puis vous allez voir l'autre, et il vous dit plus ou moins la même chose. Pourquoi? Parce que derrière, on a des bailleurs de fonds qui sont des êtres humains, parce que derrière chaque organisation, on a des êtres humains, qui ont une oreille d'être humain, qui ont des intérêts d'être humain, et qui à un moment, puisque, il ne faut quand même pas se leurrer, vous allez peut-être me trouver un peu dur, et je ne vais pas faire que des amis, je pense, aujourd'hui, mais il y a un côté un peu entre soi, qui fait qu'on a discuté, ouais, c'est bien ça, hein. Ah ouais, ça c'est bien ça. Moi j'aime bien aller aider les femmes, il faut aider les femmes, on va aider les femmes. Gender. Le gender, ça fait 5 ans que le gender gagne de l'argent. Avant de pouvoir supporter les femmes, il fallait vraiment qu'elles soient dans une détresse importante. Alors que maintenant, on va promouvoir l'entrepreneuriat chez les femmes comme ça. Pourquoi? Parce que chez les bailleurs de fonds, c'est intéressant. Et du coup, on a de la concentration. Et les vieux là-dedans? Ben non, les vieux, c'est pas à la mode. Et donc, on ne finance pas les vieux. Donc, on a un effet de concentration sur l'allocation des financements qui donne tout de suite un problème de base. C'est qu'à un moment, on l'a vu, il y a un certain profiling des pays pour être efficace. Il y a des enjeux complémentaires qu'il faut alimenter. Or, si on a une concentration qui n'est construite dans des bailleurs de fonds du Nord, et c'est là où je voudrais que dans le cadre de la coopération Sud-Sud, on s'inspire aussi de ça. Si on voit qu'il y a une vision biaisée du Nord et qui dit moi je vais investir là-dessus et tout le monde investit sur les mêmes choses, on n'a pas les mécanismes, les rouages nécessaires pour avoir la dynamique complémentaire qui permet de générer le développement. L'opportunité, c'est quoi? C'est que, on l'a vu, et c'est peut-être un travail sur lequel Africa 21 peut renforcer ces choses, c'est son travail, c'est qu'il y a des ponts, il y a des articulations dans les ODD, il y a des effets dominos, des interconnexions, et donc les ODD, quelque part, donnent un référentiel de coordination unique. On peut réfléchir, on pourrait parler de la stratégie de la CNUSED, alors c'est la même chose, hein, de l'ITC, de la CEMAC et de l'ASEAN avec le même référentiel ODD. Ce qui permettrait de comparer les choses. J'aimais bien, là tout à l'heure, vous avez donné un élément, c'est très intéressant dans ma présentation. Alors moi j'ai fait ODD 1 pauvreté multiplié par ODD 2 faim plus ODD 5 genre égale ODD 8 travail décent. C'est une stratégie, c'est une approche. Je vous la donne aussi avec, alors là j'ai plus les numéros parce que du coup vous aviez changé de slide et je ne les connais pas par cœur. Vous prenez l'industrialisation plus la production durable, vous avez un traitement des changements climatiques. Et puis comme vous avez fait l'industrialisation et les services, vous la transférez vers le public, vous avez un renforcement des institutions, plus l'ODD 17 avec la coopération, vous répondez à l'ODD X, paix et bonne gouvernance. Quelque part, on est en train de traduire des visions stratégiques à travers un langage commun. Alors là, je vous l'ai fait extrêmement simple, mais on peut imaginer que ce soit un peu plus structuré et surtout un peu plus argumenté. Troisième élément, la conception des programmes. Quel est le risque majeur dans la conception des programmes? On a donc un effet de mode avec une concentration des financements, et donc on réalise des programmes. Eh bien, le risque, c'est un risque de chaîne de valeur. Et en fait, ce que j'aurais dû mettre ici, c'est un risque de doublon. C'est-à-dire que la question a été posée, mais par rapport au BIT, l'ITC, vous répondez quoi? Parce que par rapport à la Fondation Orange, et par rapport au travail de Bill et Melinda Gates, et par rapport au travail de... vous prenez l'ensemble des acteurs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, moi je vous jure, au Congo, j'ai jamais appris autant d'acronymes qu'au Congo. Allez, tout le monde est là. On fait quoi? On fait de l'agroforesterie. Tu fais quoi toi? De l'agroforesterie. T'es quoi? T'es allemand? Ok. Toi t'es quoi? Norvégien? L'agroforesterie. Ok, tout de suite. Et c'est ça. On a des programmes qui sont construits, on fait de l'agroforesterie. Donc on fait pousser les arbres, on les fait brûler, on vend du charbon. Ok. On consomme le CO2. On consomme un peu de CO2, mais on fait des pièges à CO2. Enfin, je ne suis pas en train de critiquer la conception des programmes. En fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que les programmes répondent
tous au même maillot. Et qu'à un moment, j'ai envie de dire, oui, mais comment on crée des outils, peut-être, la production d'outils pour l'agroforesterie, de l'autre côté, peut-être des centres de distribution du Macala, peut-être derrière la production de fours à efficient, un peu plus efficient, peut-être derrière aussi une question, je sais pas moi, de formation sur l'agroécologie. Parce que nous, on arrive avec nos programmes en disant il faut que tu plantes de l'acacia c'est bien, c'est un bon rendement, mais le gars, il fait ouais, ok, c'est cool. Comment il sait que l'acacia c'est un bon rendement? Comment on lui apprend à calculer ce rendement? Comment on lui donne les moyens de se dire ouais, l'acacia c'est pas mal, mais si je plantais cet arbre-là qui est un arbre endogène, là par contre j'aurais un rendement qui serait peut-être moins important, mais il est plus facile à trouver. Il y a un problème de chaîne de valeur. L'opportunité, encore une fois, c'est qu'on l'a vu. Quand je vous donnais mon équation, elle est peut-être absurde, mais il y a des dynamiques durables interconnectées au sein des ODD. Et ça, on peut travailler là-dessus justement pour peut-être, c'est peut-être un peu idéal mon truc, mais c'est construire un système booléen sur les ODD avec des variables et des coefficients où on dirait, ben voilà, si on modifie telle variable sur tel ODD, on a à la fin. Voilà l'impact que ça a sur les résultats des différents ODD. C'est extrêmement systémique comme vision, mais ça c'est aussi ma façon de réfléchir. On dit souvent que les algorithmes donnent de meilleurs résultats que les choix humains. Pourquoi pas utiliser des algorithmes sur ce sujet-là? Choix des partenaires locaux. Alors, on a défini un programme, maintenant il faut le mettre en œuvre. On ne va pas envoyer une armée d'expats sur place, parce qu'il faut savoir qu'un expat, ça coûte quand même un bon paquet de pognon. On ne va pas non plus recruter une armée de personnes sur place. Pourquoi? Parce que derrière, le programme il a une durée limitée, donc ça veut dire qu'on donne du travail et qu'ensuite on coupe le travail. Donc il faut trouver des partenaires locaux qui soient en mesure de démultiplier le travail. Quel est le problème? Le problème, moi je vous le donne comme il ressort, c'est la fraude. Quelle est la chose que je retrouve dans toutes les discussions, y compris dans les discussions des organisations locales, etc. Elles me disent, mais moi quand je vais voir, quand j'organise tel truc pour tel événement, et ben on me demande tant pour le transport ou tant pour le repas, et puis j'arrive et qu'en fait il devait y avoir des fruits et de l'eau, et en fait il n'y a même pas un sucré pour tout le monde. Où est passé l'argent? Les gens se plaignent, il peut y avoir des crédits, on ne sait pas où c'est passé. On demande des justificatifs, il n'y a pas de justificatif. On a un problème global, mais qui n'est pas un problème intrinsèque au niveau local, parce que je peux vous garantir que les plus grosses fraudes ne se passent pas au niveau local, pour des questions de montant principalement, en jeu. Mais on a quand même pas une recrudescence, mais en tout cas une récursivité des fraudes qu'on retrouve régulièrement et qui s'auto-alimentent, à tel point qu'aujourd'hui on trouve ça normal. Je sais pas ceux qui pilotent des programmes nous diront oui, bah, c'est normal, on a quoi, c'est 30% à peu près la perte acceptée. 30%, vous savez, quand on discute avec un gouvernement, c'est 40%. Hein, donc, bon, j'exagère un peu, mais sachez que pour ceux qui prennent des notes, les pourcentages ne sont absolument pas à prendre en compte, c'est complètement lié à ma propre perception et à mes expériences. Opportunité. L'opportunité, c'est quoi? C'est qu'en fait, les objectifs de développement durable, ils sont basés sur des valeurs communes, sur des valeurs universelles. On n'est pas en train de dire développe-toi pour que tu puisses travailler pour moi. On est en train de partager quelque chose qui va au-delà. Les ODD, c'est quasiment religieux. D'ailleurs, moi, souvent, c'est assez rigolo, mais enfin, en tout cas, au Congo, c'est particulièrement parlant. Les personnes qui s'investissent dans des projets liés aux ODD sont souvent des personnes qui ayant une foi extrêmement affirmée. Parce qu'il y a un lien entre les deux. On y met du cœur. On y croit. Et ça, c'est important. Parce que comme on le disait, pour donner envie aux jeunes de s'investir dans leur pays, pour leur donner envie
de croire sur le fait qu'ici, ils peuvent avoir une vie et se développer, il faut de la motivation, il faut de l'espoir. Et les ODD, ça peut en donner. Cinquième élément, l'apport aux bénéficiaires. Alors, on a nos partenaires avec qui on fait des activités. Ces partenaires, ils invitent des bénéficiaires. Alors, vous vous rendrez compte d'ailleurs, si vous regardez d'année en année, encore une fois, moi j'ai comparé, j'ai eu la chance de pouvoir comparer sur une dizaine d'années maintenant, en revenant régulièrement dans les pays, en rencontrant des gens qui appartiennent à des mêmes organisations mais qui ne sont pas les mêmes personnes. J'ai eu la chance de me rendre compte que, en fait, tel programme travaille sur tel sujet qui est le même, avec le même partenaire, mais ce n'est pas le même programme. Ce qu'il faut comprendre aussi sur les partenaires, c'est qu'il y en a qui sont spécialistes du partenariat local. On sait ce qu'une agence cherche, on sait ce qu'il faut présenter, on est capable de bien présenter, on a des locaux qui sont propres, d'ailleurs ils sont propres surtout quand les gens viennent. Hop, on organise bien, regardez, oui, on a 50 femmes qui bénéficient, elles sont toutes là le jour où on vient visiter, etc. Et là, hop, ok, c'est bon, c'est signé, on va avoir une aide de 100 000, 200 000 euros sur cette année, etc. Ça fait partie du programme, on va être le référent pour la mise en place dans tel truc, etc. Les bénéficiaires, derrière, c'est quoi le problème? On a un problème, comme je vous disais, de pérennité. On bénéficie, certes, et ça, je ne l'enlève pas, et il n'y a pas de... Je ne fais pas le procès de ces choses-là, mais on a des impacts quand les programmes sont en cours, pour la plupart. On a des impacts, c'est intéressant. L'aide est là, y compris au niveau institutionnel. Là, on ne parle pas uniquement d'aller aider les jeunes à trouver du boulot, ou de creuser des puits au fin fond, non. Je vous parle même de l'appui institutionnel. Moi, dans ce qui me concerne, quand je me forme des gouverneurs de banque centrale, la question que je me pose à chaque fois, c'est, ok, quand j'ai fermé la porte après la formation, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qui est resté exactement? Parce que c'est ça l'important. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Et donc, sur tous les programmes de coopération internationale, la question se pose de la pérennité. Et on se rend compte bien que si on regarde les différents soucis, cette histoire de chaîne de valeur, cette histoire de déconcentration des investissements, de complémentarité, de coordination, de pilotage, on crée de la pérennité. Donc, là aussi, le traitement des risques amont permet quelque part de traiter en partie le risque aval, qui est celui de la pérennité. Comme je disais, l'opportunité, c'est quoi? C'est que les ODD, c'est un stade, ça donne un cap structuré. Pourquoi? Parce que je pense que là-dessus, Mme Diallo pourra me compléter, ou en tout cas je parle sous sa réserve. Lorsqu'aujourd'hui on propose de renforcer des capacités, de donner les moyens de faire, on présente en fait des marchés qui sont des marchés émergents. Comme je disais, on n'est plus en train de dire on va couper du bois, tu vends le bois derrière, et puis ça part dans un bateau, c'est fini. On est en train de dire non, il faut lutter contre, je sais pas, l'insalubrité publique, et donc tu peux monter avec ton petit vélo là un système de récupération des ordures que tu pourras recycler, etc. L'inspiration, les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes, les nouvelles méthodes de travail aussi, où on est de moins en moins dans la compétition et de plus en plus dans la collaboration, dans la coopération. C'est toutes ces nouvelles méthodes, en fait, ça permet aux gens de se sentir moins dépendants ou moins, on va dire, mono-tâches et de se projeter à travers les ODD en disant je ne suis pas en train de faire une activité, je suis en train de répondre à un enjeu. Et ça, c'est extrêmement important pour toute personne qui fonctionne en petite structure, que l'on nomme de façon très galvaudée les startups aujourd'hui. C'est quoi? C'est le pivot en fait. Quand on vise un objectif plutôt qu'une activité, même si le sol tangue, on s'adapte, on bouge, on pivote, on trouve. Avant, on vendait du bois, maintenant, en fait, on ne vend plus du bois, on protège, on vend de la protection de zones naturelles, et puis demain, on assure un écologe sur la même zone, sur la même parcelle. Parce que le besoin a changé, le marché a un peu évolué, je me suis adapté, etc. Mais je vise toujours le même objectif. Donc, à mes yeux, en tout cas, les objectifs de développement durable apportent un cap
structurés s'ils sont bien expliqués dans leur nature, qu'ils apportent un cap qui permettra aux gens justement de pivoter et d'évoluer au-delà du programme initial. Et ça me paraît important parce que, encore une fois, c'est bien souvent, et ça c'est un des éléments aussi, les programmes ils sont pensés ici à Genève. J'aime beaucoup la ville, très sympa, mais malheureusement, peu de gens dans ceux que je croise ont fait du terrain. Je suis très content que vous arriviez d'Addis Abeba parce que finalement, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Qui était en Afrique ces 3 derniers mois? Bon, quand même, on est nombreux, vraiment. Ça me rassure. Non, mais en même temps, sinon, ça ne s'appellerait pas Africa 21. Mais bon, et l'Afrique est un continent, donc j'ai dit qui est en Europe, c'est... Non, mais vous voyez, donc, ce que je veux dire, c'est que si vous sortez dehors, ou si vous discutez avec pas mal de personnes qui sont des parties prenantes de ces organisations, leur interaction avec le terrain est finalement assez faible. Et donc, à un moment, la conception qui sont faites sur... On le parlait, c'était exactement... Moi, j'aimais beaucoup cette histoire sur les free child. C'est-à-dire que, comme ça, on sent que c'est quelque chose de bien. Oui, d'après les statistiques, à long terme, ça va être bien, il va y avoir des impacts positifs. Mais en fait, la réalité de terrain, c'est qu'à court terme, c'est de la dégradation immédiate sur laquelle, si on ne les traite pas, en fait, ça jeopardise, je sais pas comment ça géopardise tout le processus. Donc, à un moment, il y a un besoin de terrain à partager, et les seuls qui peuvent vraiment le partager, qui peuvent y répondre et qui peuvent alimenter finalement la réflexion, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes. Donc moi, je crois vraiment en la remontée d'information des bénéficiaires, une remontée d'information qui soit structurée autour des ODD. Les indicateurs qui sont définis aujourd'hui sont des indicateurs de pilotage macro ou méso. Moi, je pense qu'il faut aussi arriver à avoir des questionnaires micro sur ces thématiques-là. Pour demander à chaque bénéficiaire. On parle de 4000 bénéficiaires dans le cadre du programme à 1 million d'euros. J'ai fait le calcul, ça fait 2750 € par jeune. C'est à peu près ça, par emploi. Bon. À 2750 €, on peut espérer avoir une remontée de cette personne-là. On n'est pas simplement venu là pour lui donner de l'argent. Il faut qu'il nous donne aussi son feedback. Qu'est-ce qu'il en a pensé de cet investissement? C'était assez, c'était pas assez, c'était utile, c'était pas utile. Là, on en arrive à la pérennité des impacts. On a aidé des gens, on a fait des activités, on a mesuré, et pour avoir fait du monitoring et evaluation là, depuis 3-4 ans, bon, j'ai découvert déjà que le monitoring et evaluation, ça avait une dizaine d'années. Donc avant, on mesurait pas. Alors, on ne mesurait pas. On ne contrôlait pas que ça avait vraiment des résultats. On mesurait. Et c'était pas aussi médiatisé. C'était mesuré, mais c'était pas aussi médiatisé comme un outil de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, on mesure pour pouvoir attirer encore plus de... Mais c'est là où je veux dire. C'est très orienté. Moi qui viens à l'origine du commissariat aux comptes, on ne mesure pas pour pouvoir vendre plus loin, parce que ça c'est vite vu, c'est oui, ma banane elle est bonne. Oui, t'inquiète, elle est bonne ma banane. Non, c'est la question, c'est vraiment de la banane ça? Est-ce que c'est vraiment de la banane? Combien il y en a de la banane? C'est ça un peu la question. En fait, aujourd'hui, on a des mesures, sans vouloir être méchant, parce que je l'ai vu dans les différents dispositifs. Ouais, monitoring evaluation, moi personnellement, sur mon programme, ça s'est passé autour d'une table. C'est moi qui invitais, en plus, ça permet de mettre tout le monde à l'aise. J'avais 2 personnes en face de moi qui sortaient de l'avion, à discuter, etc. Je leur ai expliqué avec tout ce que j'aimais justement donner au projet, donc j'ai expliqué avec tout l'engouement que j'avais, ce qu'on avait fait, les ateliers, les méthodes qu'on avait développées, les formations qu'on avait fait à différents niveaux hiérarchiques, etc., comment les gens y suivaient, le vocabulaire qu'on avait développé, blablabla, et les gens étaient hyper impressionnés, ils trouvaient ça bien. J'avais des posters, des machins, des pins, si vous faites des projets, faites des petits pins pour vos projets. On aime bien les petits pins, vous avez un petit pin, il a un petit pin, on aime bien les petits pins. Les petits pins, c'est important parce que ça assure une position, ça assure la réalité d'un projet. On avait tout ça, résultat des courses. Super bon rating. Jamais ils sont allés voir un seul de mes gars. Ouais.
ils ont peut-être fait du travail superficiel. Le budget n'était pas énorme en soi-même, donc ça ne méritait peut-être pas d'investir comme ça. Mais c'était la façon dont je l'ai perçu, et quand j'en ai discuté avec des agences qui sont en charge de cette chose-là, ils me disent non, mais de toute façon, ne te leurre pas. Si tu dis que ça n'a pas fonctionné, l'année suivante, tes bailleurs de fonds te coupent les fonds. Quand tu es commissaire aux comptes, si tu mets une grosse sanction à une entreprise qui te paye pour les 6 prochaines années de gros montants et qui doit renouveler son contrat, et ben, tu t'évites la grosse sanction parce que sinon tu perds 6 ans de contrat. C'est la même chose. Ça a donné un ordre. Donc l'opportunité, c'est quoi? Ben, pour moi, quelque part, avec les ODD, avec cet agenda 2030, on a un référentiel commun de mesure. Et là où je suis d'accord sur le fait qu'il faut customiser les éléments de mesure, et là on parlait des statistiques, du développement justement de l'outil statistique au niveau national, mais même au niveau des projets, on peut le customiser, mais au moins avoir un cadre commun qui permet de comparer des projets qui s'adressent aux mêmes ODD, et peut-être d'ailleurs en partageant finalement ces indicateurs qu'on met en place, en partageant les résultats de ces indicateurs, on va se rendre compte, on va être capable de construire des démarches qui s'auto-alimentent, plus complémentaires. Peut-être on va se rendre compte qu'il y a certains impacts indirects qui ressortent alors qu'ils n'avaient pas été prévus à l'origine, etc. Mais ces impacts-là, ils seront réfléchis, ils seront pensés par rapport à ce qu'on vise en commun. Et pas par rapport à ce que vise une personne parce qu'elle est en train de promouvoir son truc pour son bailleur de fonds. Bon, donc là, je vois que j'ai plus beaucoup d'amis. Donc, j'ai probablement plus beaucoup de bailleurs de fonds non plus. Pour conclure, donc, le retour d'expérience. Encore une fois, je vous ai fait une approche par les risques, je ne vous ai pas fait une approche par les opportunités. Donc c'est assez négatif, mais croyez-moi, c'est juste une façon de parler des choses pour pouvoir réfléchir et trouver des solutions. Moi, je vous ai donné un feedback qui était un feedback quelque part un peu bref de comptoir. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ces brefs de comptoir? C'est que les ODD, finalement, ça nous apporte une vision long terme sur les thématiques à aborder, peu importe les méthodologies de mise en œuvre, mais au moins on garde un axe sur des stratégies nationales, par exemple. C'est là où on parlait du profiling des pays. Les pays peuvent définir des axes en disant « Ok, moi je veux intéresser tel axe ». Qu'on le fasse avec un incubateur ou qu'on le fasse avec la création d'une université ou qu'on le fasse avec la construction d'un pont, c'est pas grave, ça répond à tel axe. Sur les financements, c'est un cadre de coopération et ça, parce qu'on va faire une différence aussi parce que de temps en temps, j'ai eu l'impression que c'était un peu mélangé, ce qui est de l'ordre de l'aide humanitaire d'urgence et ce qui est de l'ordre de l'aide au développement. C'est pas du tout le même mode de fonctionnement, on est bien d'accord. L'aide humanitaire, on décroche des fonds qu'on libère immédiatement pour une intervention coup de poing avec des équipes externes et énormément d'apports de matériel. Le résultat, il est visible tout de suite, c'est le camp. L'aide au développement, c'est beaucoup plus long, ça se déclenche par jalon, c'est avec des partenaires locaux, alors que dans l'intervention d'urgence, on en a peu. L'autre élément aussi, c'est que l'intervention d'urgence, très souvent, il y a un problème d'accès, soit pour des raisons climatiques, physiques, on ne peut pas accéder à Pointras le lendemain du tsunami, soit pour des raisons sécuritaires. Il y a plusieurs zones au Sud-Soudan, par exemple, ou en Afghanistan, où, grosso modo, il n'y a plus beaucoup de monde qui a accès. Et il y avait une table ronde assez intéressante là-dessus qui était organisée par le CICR. Cette aide d'urgence, ce qui fait de sa force, c'est qu'il y a une certaine coordination. Alors, il me semble que ça s'appelle l'OCHA. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel des anagrammes, mais grosso modo, il y a une coordination qui, elle, déjà, a une efficacité, on va dire, relative, mais qui permet au moins d'avoir sur le terrain le fait que, ok, les hôpitaux, c'est MSF qui va s'en occuper, par contre, les ambulances, c'est machin, l'apport des médicaments, c'est truc, ok, c'est bon, on répond,
on a de toute façon, on a moins d'1 mois pour répondre efficacement. Donc on se coordonne. Sur l'aide au développement, aujourd'hui, il y a peu d'éléments comme ça, il y a peu d'éléments de coordination. Et justement, quand on a ces conférences de haut niveau, ça devrait être des éléments de coordination. Aujourd'hui, on s'attend à ce que ce soit les chefs d'État, à ce que ce soit les ministres, etc., qui soient des grands penseurs de la coordination, de leur stratégie de relations internationales, etc. On oublie que derrière, il y a des hommes et des femmes qui sont parfois arrivés là un peu par hasard, sans méchanceté derrière, et qui sont en train de traiter des problèmes qui parfois leur échappent un peu. Donc, leur apporter un cadre de coordination, encore une fois, c'est leur fournir un outil compréhensible sur lequel ils peuvent appuyer leur réflexion. Ça permettra d'éviter les disparités, justement, quand on parlait de contribution, ou quand ils ont 7 minutes pour parler de leurs avancées. Bah, s'il y avait un cadre un peu plus clair sur, voilà, méthodologiquement, comment ça avance, et vous choisissez votre top 5 des ODD et vous montrez là. Bon, ok, déjà, ils ne savent pas trop comment faire, mais ils y vont. Sur les programmes, bah, ça permettrait de créer une chaîne de valeur, comme je vous l'ai dit, essayer de créer des systèmes qui s'alimentent, c'est ce qu'on appelle fonctionner en écosystème. Il faut fonctionner en écosystème, c'est-à-dire que on ne peut pas avoir de l'énergie sans avoir des gens qui sont capables de l'entretenir, on ne peut pas avoir des gens qui sont capables de l'entretenir sans avoir des gens qui ont la recherche fondamentale, on ne peut pas avoir de la recherche fondamentale si on n'a pas les infrastructures, etc., etc. Il y a des logiques à construire. Définir des cadres déontologiques forts, ça c'est quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place. Il y a de plus en plus de chasse aux sorcières, malheureusement c'est un peu le cadre que ça prend, mais il y a surtout de plus en plus de plateformes d'alerte éthique qui sont en train de se développer sur les programmes. C'est encore pas tout à fait complètement mis en place, mais au Maroc par exemple, le Maroc a lancé une grande plateforme pour lutter contre la corruption de ses fonctionnaires. Elle a mis du mal, parce que déjà en 2013, elle était déployée, et puis je discutais avec le président du CPC de l'époque, donc l'Institut chérifien de lutte contre la corruption, la prévention de la corruption, et il me disait, ouais, on a 50 déclarations par an, etc. Bon, ben, j'ai lu récemment dans des articles de journal que maintenant on en a beaucoup plus, que ça a permis de faire tomber certains comportements, etc. Ces éléments-là, on pourrait les reporter sur les programmes. Donc les ODD fournissent un cadre déontologique, on a un ODD spécial sur la bonne gouvernance quand même. Hein. Donc, les bénéficiaires, ben, comme je vous disais, c'est un cap. Les bénéficiaires ne viennent plus simplement parce qu'il y a un sucré et le transport qui est payé, ils viennent parce qu'on leur a donné une vision, un espoir, quelque chose à construire, sur lequel ils savent qu'ils peuvent s'alimenter. On ne leur apprend pas à faire, on leur apprend à savoir faire. Et puis les impacts, ben, comme je vous disais, on a un problème de mesure, c'est un problème de reporting, mais aussi un problème de monitoring. Les ODD peuvent permettre de structurer un référentiel commun. Alors il y a déjà plein de référentiels qui existent, il y a le GRI, etc. Chaque organe, quasiment, chaque programme a son propre référentiel de monitoring et evaluation, mais résultat des courses, c'est extrêmement difficile de partager les bonnes pratiques. On partage des bonnes pratiques sur, ah bah j'ai mis tel programme sur les incubateurs par exemple. Moi j'adore parce que c'est un sujet sur lequel on intervient beaucoup. Qu'est-ce qui marche sur la création d'un incubateur? Ben, parlez-en autour de vous, vous aurez du mal à avoir de l'information, pourquoi? Ben, parce que les financements pour les incubateurs, on est tous en compétition dessus. Donc je ne vais pas te dire ce qui marche, parce que ma formule magique, c'est celle qui va me permettre d'avoir le financement, mais si je te la donne... Si je te la donne, c'est toi qui vas gagner le truc. Donc voilà. Ça pour dire, je vais finir là-dessus, les ODD, en tout cas moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que j'ai rejoint Africa 21, c'est que j'ai eu le sentiment que ça donnait un langage commun pour coopérer en bonne intelligence. Ça permet d'adresser un certain nombre de problèmes sur la coopération internationale, particulièrement de manière saine et structurée. Et je pense là-dessus que même si tout n'est pas encore fait,
qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, et c'est pour ça qu'Africa 21 aussi a du sens. Il y a déjà au moins un premier pas fondamental qui a été fait, c'est que ces ODD-là, ils ont été validés à un niveau onusien qui n'est quand même pas n'importe quoi. Moi, je peux vous garantir que quand on parle de l'ONU, quand je suis au quartier, les gens, ils ont les yeux comme ça. L'ONU, c'est important. J'en parle à ma mère, à mon père, à mon petit gars, à mon chauffeur, etc. L'ONU, c'est grand. Et donc aujourd'hui, on a des objectifs qui ont été validés avec des institutions pour les piloter, pour les porter. Il y a des budgets qui sont alloués. Faisons-en autre chose qu'un éléphant blanc, justement. Et un vrai outil pour le développement. Merci. Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de se retrouver. Ouais, on va rapprocher un peu les tables. Je ne sais pas trop comment on va faire. On rapproche déjà les gens de la première rangée. Voilà, on va rapprocher tout le monde à la première rangée. On va porter peut-être quelques tables et puis on va essayer de synthétiser.